l'association Solaire, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était. C'est vraiment une association qui a pour but d'accompagner les professionnels de santé, de l'éducation aussi, du médico-social, pour vraiment leur permettre de trouver un espace où ils pourront communiquer plus facilement entre eux, pour avoir aussi un peu voilà, ces regards croisés au niveau, entre professionnels et aussi avec les parents dans certains cas, quand on peut inclure, c'est toujours intéressant d'avoir l'expérience des parents. C'est aussi d'accompagner au niveau de tout ce qui est bien-être, monter en compétences et trouver cet équilibre vie privée, vie professionnelle en tant que professionnel. Voilà. Et ben, ma question, moi, c'était déjà commencer par vous présenter et dire ce que vous aviez aimé justement dans cette idée de l'association, ce qui vous plaisait et ce qui vous avait touché en fait. Quand vous m'avez parlé de l'association, ce qui m'a plu, c'est déjà c'est de se pencher sur cette question. C'est d'essayer de se mettre à la place des parents et d'essayer de comprendre ce qui se passe au sein d'une famille quand on a cette annonce-là et de tout ce de tout ce que l'association va pouvoir apporter aux professionnels, parce que c'est vrai que quand on a affaire à des professionnels, ils n'ont pas le temps de se pencher sur ça, sachant qu'en plus, tout le côté médical, ils sont pas du tout à l'écoute. Enfin, vraiment, on a l'impression d'être robotisé à ce moment-là. Et je me dis que de pouvoir en parler et de pouvoir faire passer le message de ce qui se passe au sein des familles et que personne n'a conscience finalement, c'est une bonne chose, ça serait une bonne avancée. Je pense que ça pourrait même aider les thérapeutes à cibler nos besoins qui sont pas forcément que sur l'enfant, mais aussi autour de l'enfant et autour de tout ce qu'on vit. Alors, j'avais un désir d'enfant. On était deux mamans. Nous sommes séparés aujourd'hui, mais on était deux sur le projet. Donc, on a fait appel à la PMA. Et donc, je suis tombée enceinte, moi, de jumeaux. Donc une première partie de grossesse, les 3 premiers mois étaient très compliqués, dans le sens beaucoup de nausées. Enfin voilà, les médecins me disaient vous vivez une double grossesse, donc c'est pour ça c'est compliqué tout ça. Et c'est vrai qu'au fond de moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas. Et au fur et à mesure que les mois passaient, j'avais du mal à respirer, je ne dormais plus du tout, je pouvais plus m'asseoir, je pouvais plus m'allonger, alors que j'avais pris que 12 kilos. Mais c'était vraiment physiquement très très dur. Et je me disais, et je disais d'ailleurs au médecin, c'est pas possible que mon fils, donc celui qui était placé le plus haut, c'était Mackenzie, ne ressente rien, vu comment je suis malade comme un chien, c'est pas possible. Et les médecins me disaient, non, non, madame, tout va bien pour lui, c'est vous, c'est que vous. Bon. Et j'ai mené ma grossesse comme ça, mais avec toujours un petit doute que tout se passait bien à l'intérieur. J'étais... Enfin voilà. Ensuite, il y a eu donc la naissance des jumeaux. Ils sont nés par césarienne parce qu'ils se sont aperçus que Mackenzie avait coincé son cordon, donc il y avait une déficience respiratoire. Donc bon, les jumeaux sont venus au monde. On a passé 21 jours en néonat. Je les ai allaités, donc ils ont pris le sein tous les deux. Mackenzie était d'ailleurs beaucoup plus vif, beaucoup plus dynamique et que son frère par rapport justement à ça. Donc je me suis pas posé plus de questions. Il était plus nerveux, je sentais, il était souvent en hyperextension, tout ça. Bref, on est sorti de la maternité et là il ne dormait plus. Mais il dormait plus du tout, c'est-à-dire je le berçais toute la nuit, il faisait des petites séquences de 20 minutes de sommeil, mais pas plus. Et je comprenais pas pourquoi moi qui étais je travaillais auprès d'enfants et j'étais capable de m'occuper d'une sieste de 40 enfants sans problème, je n'arrivais pas à faire dormir mon fils. Et donc, on a insisté pour avoir des examens. Donc, les premières fois, on nous a dit non, il est trop petit. Donc, il avait déjà 3 mois. Il est trop petit, on ne pourra pas lui faire un IRM cérébral, tout ça. Donc, ils lui ont fait un examen de la vue. Là, on nous a dit qu'il était malvoyant. Mais qu'il fallait attendre parce qu'il était encore petit, tout ça. Bon, voilà, il mettait toujours ça. On lui a changé le lait 5 fois. Enfin, il y a eu plein d'étapes dans la vie de Mackenzie. Finalement, un jour, on est rentré à l'hôpital de Marseille. On a dit qu'on ne sortirait pas tant qu'on n'aurait pas eu des examens de complet. Et là, ils nous ont mis en chambre. Le lendemain, Mackenzie, à 20h, a eu une IRM cérébrale. Donc, ils l'ont vraiment momifié pour pas qu'il bouge, tout ça.
On a attendu seulement le lendemain pour avoir les résultats. Les médecins étaient désolés pour nous, mais voilà, il y avait donc, on nous a parlé au début d'une maladie de Crabbe éventuellement, mais ils n'étaient pas sûrs. Il fallait faire des examens plus approfondis. On a été transféré donc dans un autre hôpital, l'hôpital de la Timone. On s'est retrouvé au service des maladies rares, tout ça sans rien nous dire. Vraiment, on est arrivé là, on ne savait absolument rien de ce qu'il y avait sur l'IRM. On a attendu 2 ou 3 heures avant d'être vu par un médecin. Et là, le médecin nous dit, écoutez, c'est grave, on ne sait pas ce qu'il a, on pense que c'est dégénérescent, donc voilà, et on lui donne une espérance de vie de quelques années, il va falloir l'accompagner. Donc le choc, vraiment, je le souhaite à personne, c'était brutal. Et on se retrouve donc avec un enfant qui est hospitalisé pour des raisons qu'on ignore et un deuxième bébé à s'occuper, et ils ont à peine 3 mois et demi. Oui. Donc là, ça a été dur. Donc très très dur et tout ça, mais quand même dans votre parcours, vous avez rencontré différents professionnels et justement, vous me disiez que vous aviez rencontré quand même des professionnels qui arrivaient aussi à vous accompagner parce qu'on entend bien ce double langage. Des fois, vous ne savez pas, il n'y a pas forcément de communication, mais vous avez aussi rencontré des professionnels avec qui ça se passait bien. Et est-ce que vous avez identifié ce qui faisait que chez ces professionnels, ça se passait bien pour vous, qu'il y avait une vraie qualité de soins? Est-ce que c'était lié par rapport au lieu, à des compétences spécifiques chez les professionnels? Vous, comment vous définiriez ça, vraiment cette qualité de soins en lien avec les professionnels, ce qui fait que ça marche? Alors, la qualité première qui va définir si ça va bien se passer ou pas dans la pratique, c'est l'écoute. C'est l'écoute parce que on arrive avec notre petit gars, toute une famille et toute une histoire, et c'est pas seulement le handicap qu'il faut prendre en compte, mais le tout. Alors, on a vu plusieurs personnes dans la même spécialité, et c'est pas la spécialité qui a défini la bonne prise en charge, mais plutôt vraiment la personne. Ça dépendait vraiment des personnes. Donc, on a rencontré dans le médical pur des neuropédiatres extra qui ont pris Mackenzie en charge, même du côté, on va dire, tactile des choses, qui l'ont pris, comment vous dire, qui ont été attentionnés avec lui, qui lui ont parlé, voilà. Et puis on a eu des professionnels qui l'ont secoué comme un sac de patates sur une table, et juste pour l'ausculter, ou qui sont venus à plusieurs, qui ne se sont pas du tout adressés à lui, qui nous ont posé des milliards de questions, mais qui ne se sont pas forcément présentés. Enfin voilà, on a eu vraiment tout cas de figure sur des spécialités identiques, et donc voilà, c'est vraiment pas la spécialité qui a défini la bonne prise en charge de Mackenzie. C'est vraiment l'écoute, l'humain. Et je crois aussi que des fois, c'est ce que vous m'aviez expliqué quand on a échangé un petit peu au téléphone aussi, c'est le lieu. Est-ce que c'est vrai que quand vous rencontrez des professionnels qui travaillent dans un lieu spécifique où ils ont plus de facilité à discuter entre eux, qui sont un peu plus spécialisés dans un domaine, est-ce que pour vous c'est un gage quand même de qualité de soins au niveau de l'accompagnement? Je me rappelle que quand on a été hospitalisé, donc la première fois, c'était à l'hôpital de la Timone, et c'était vraiment une catastrophe. Les lieux étaient vétustes, c'était sale. Je garde vraiment un souvenir terrible de cette première hospitalisation avec un bébé de 3 mois. On était en plein hiver, la fenêtre ne me fermait pas. Enfin, vraiment, c'était... je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire des soins corrects dans un lieu pareil. Et puis, j'y suis pas restée longtemps, mais je pense que le lieu n'a pas aidé à me sentir en confiance, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a des longues heures d'attente quand on est à l'hôpital. On a beau être en détresse, on a beau appeler, il n'y a pas le personnel nécessaire, il y a toujours un manque d'effectifs quelque part. On nous fait ressortir ça, mais nous, on est vraiment en souffrance, on a des besoins, et c'est compliqué. Enfin, on ne peut pas se mettre à la place du personnel, et le personnel ne peut pas se dédoubler pour avoir une meilleure qualité de soins. Quand on arrive, on a vraiment l'impression d'être un numéro. On attend des heures et des heures. Quand un médecin décide de venir, il n'a pas forcément eu le temps d'ouvrir le dossier. Il arrive, donc on lui répète tout ce qu'on a déjà répété au moins une bonne dizaine de fois.
Donc, ouais, ça aussi, c'est fatigant. C'est long, c'est dur et c'est fatigant. Et en libéral, est-ce que vous trouvez que c'est pareil? Quelles sont les différences? Comment vous trouvez les professionnels justement au niveau de, que ça soit dans la qualité de soins et eux, comment vous les sentez en termes de bien-être, d'équilibre? Est-ce que vous voyez une différence? Ben, ils prennent plus le temps. En général, les lieux sont plus accueillants. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est un tout. C'est un tout, mais ils prennent plus le temps et ça, c'est vrai que on les voit écrire. Voilà, la prise en charge est différente. Donc vous, c'est vraiment bah voilà le côté humain, hein, l'humanité du professionnel, l'écoute et le temps qui seraient les facteurs vraiment indispensables. Et aussi quand même le cadre, le lieu, Oui, que ça soit quand même oui, beau, accueillant, que vous ayez un espace où quand vous arrivez pour accompagner votre enfant, que vous puissiez soit travailler avec le professionnel de façon agréable, soit avoir un espace aussi pour vous détendre le temps de la prise en charge. Donc il y a vraiment pour vous, c'est les quatre éléments importants que vous avez repérés. de toute façon, si on arrive dans un lieu où on est nous-mêmes pas bien, ça va pas bien se passer avec l'enfant. Parce qu'on va avoir envie de partir rapidement et l'enfant, il ressent tout ça. Et du coup, ben, la thérapie, elle va pas bien se passer. Parce que ça va être long. En tout cas, là, je trouve que c'est déjà des bonnes bases pour l'association solaire. Vous nous donnez des éléments pour aider à accompagner les professionnels de santé, que ce soit en libéral ou en structure. Donc déjà, sur ce premier point, moi, je voulais vous dire merci. Merci beaucoup pour ce partage parce que c'est important. Euh, et là, ce que je vous propose, c'est qu'on continue, mais sur la partie un peu plus spécifique en lien avec la formation qu'on a fait avec Valérie. D'accord. Marche sur vraiment l'accompagnement à l'autonomie de l'enfant en fait quand il est porteur d'un handicap moteur. D'accord.